Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash, vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec nos portefeuilles, nos pauvres portefeuilles de bourse après cette semaine vraiment très agitée. Nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé, nous avons vu la chute des valeurs technologiques, nous avons vu les statistiques d'inflation qui ont été plus que décevantes. On va décortiquer toutes ces informations dans cette vidéo de Café de Dimanche, comme d'habitude. On va essayer de faire des bonnes conclusions, je vais vous donner mon opinion. On va regarder évidemment l'analyse technique, on va regarder notre tableau de bord et je vais vous faire passer un message très important qui est passé peu aperçu, mais pour moi je trouve que c'est un des événements majeurs de ces derniers jours. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à vous inscrire à la chaîne Mind de Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. S'il vous plaît, encore et encore des likes, n'oubliez pas, pour moi ça aide énormément pour développer cette chaîne gratuite et je vous rappelle également qu'il existe la chaîne Telegram et mon blog sur mindcash.fr. Je vous invite à rejoindre Mind de Cash partout où il est présent sur le site web et sur les réseaux sociaux. Allez, on commence. Cette semaine, sur mon blog mindcash.fr, je publiais un article, comme d'habitude, je fais tous les matins. Bon, cette semaine, j'étais un petit peu occupé, donc j'ai malheureusement pas pu faire ça systématiquement comme je le fais d'habitude, mais ça va être corrigé, ne vous inquiétez pas. J'ai publié un article comme quoi la Réserve fédérale américaine elle a averti sur la liquidité. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de super important. J'en parle assez souvent depuis, je pense déjà quelques années, que la liquidité, c'est la composante majeure de bull market que nous avons vécu après la crise des subprimes. Après la crise des subprimes, très rapidement, je vous rappelle que le système bancaire, elle était endommagé, il était vraiment en vrai péril. Et donc, la solution qui a été proposée par les banques centrales à travers le monde, en tout cas dans tous les pays développés, c'est d'imprimer de l'argent, comme on dit, lancer la planche à billets, et de cette manière soutenir l'économie. Je ne vais pas trop rentrer en détail, je pense que tout le monde plus ou moins savent que ce qui s'est passé. Je pense que tout le monde plus ou moins sait tout ce qui s'est passé à cette période-là, et nous allons analyser les conséquences, en fait, quels risques peuvent représenter les problèmes de liquidité. En fait, liquidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'argent sur les marchés financiers que nous pouvons investir. Nous, c'est qui? En fait, c'est pas vraiment nous, moi et vous, mais c'est surtout les différentes banques et les gros fonds d'investissement, les hedge funds qui ont l'accès à cet argent facile. Parce que nous, en tant que particulier, évidemment, on ne l'est pas. Mais par contre, les institutions financières ont l'accès au marché des capitaux qui sont, on va dire, très difficilement accessibles aux particuliers ou bien directement pas vraiment les banques centrales, mais par des différents mécanismes à des taux qui sont proches à ceux que propose la banque centrale. En fait, je simplifie énormément, donc si vous êtes expert dans le domaine, ne m'en voulez pas, donc j'essaie d'être un peu synthétique et vous expliquer le principe dans cette très grande ligne. Voilà, donc une fois que ces hedge funds reçoivent de l'argent, ils commencent à investir un petit peu partout. Et c'est pour ça, quand je vous parlais des marchés des crypto-monnaies, on va en parler tout à l'heure, je vous dis toujours que le marché de crypto-monnaies, il vit quand l'argent est abondant partout dans le système. On ne sait pas où on investit parce qu'on a déjà investi un peu partout. On a investi en bourse, en immobilier, dans les obligations, bien évidemment. Bon, ça, c'est un marché très particulier. Et donc, l'argent, il cherche toujours le rendement. Et donc, du coup, il cherche les nouveaux marchés où nous pouvons se positionner pour trouver les meilleurs rendements risques, le fameux rapport rentabilité-risque. Et donc, le marché de crypto était un de ces marchés où il y a eu beaucoup de liquidités qui sont arrivées parce qu'il fallait les investir quelque part pendant cette période, l'argent facile qui a été créé artificiellement par les banques centrales. Nous avons vécu plus ou moins dans ces conditions des liquidités très abondantes pendant des années et des années et on s'est habitué tellement qu'on le prend presque comme une constante, on prend comme un axiome que l'argent est facile d'accès. Et c'est l'air de ne plus être le cas, mes amis. Et donc ça, c'était un avertissement de la Réserve fédérale. Et là, je vais vous relire ce que j'ai écrit dans l'article.
Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits ou inscrites malheureusement sur le site moyendecash.fr, je vais vous relire ce petit bout de texte que j'ai écrit dans mon post quotidien. Voilà, la Réserve fédérale a mis en garde contre la détérioration des conditions de liquidité sur les principaux marchés financiers dans un contexte de risque croissant lié à la guerre en Ukraine, de resserrement monétaire et de forte inflation. Donc en gros, tous les risques que nous faisons face aujourd'hui. Bien que la récente détérioration de la liquidité n'ait pas été aussi extrême que lors de certains épisodes passés, quand on parle des épisodes passés, bien évidemment, il faut lire la crise de subprimes dont je vous rappelais il y a un instant. Donc le risque d'une détérioration soudaine et significative semble être plus élevé à la normale. Donc ce n'est pas la catastrophe, mais c'est pas normal. Déjà, nous rentrons dans la zone, peut-être pas rouge, mais dans la zone orange, a déclaré la Banque centrale américaine dans son rapport semestriel sur la stabilité financière. La Fed, la Réserve fédérale américaine, est sur la bonne voie pour donner suite à la hausse d'un demi-point des taux d'intérêt de la semaine dernière, avec des augmentations supplémentaires d'un demi% à chacune de ces 2 prochaines réunions politique. Donc en gros, la seule conclusion que Bloomberg, en fait, parce que ça cette information vient de Bloomberg, fait, c'est que grosso modo, c'est un autre argument pour la hausse des taux. Moi, j'aimerais bien aller un petit peu au-delà de cette analyse, parce que pour moi, c'est beaucoup plus profond, et pour moi, c'est vraiment un événement majeur. Il y a quelques temps, je vous ai montré déjà un indice des conditions financières. Je vous montre de temps en temps dans mes cafés de dimanche, qui représente de manière synthétique, en fait, où nous en sommes de point de vue de l'accès à la liquidité. Et là, vous allez voir sur le graphique tout de suite comment la liquidité affecte vraiment le système financier. Donc là, nous voyons que ça, c'est la crise de subprimes. Vous voyez que dès que c'est très haut, donc ça veut dire que l'accès il est très difficile à la liquidité. Donc ça, c'est vraiment le liquidity crunch que nous avons vécu. Si vous êtes de mon âge ou plus âgé que moi, vous avez vu peut-être sur les marchés financiers, vous vous souvenez très bien comment ça s'est passé. Si vous êtes très jeune et vous êtes nouveau sur les marchés, vous en souvenez peut-être pas, mais dans tous les cas, c'était vraiment la situation où il était impossible de financer quelconque projet parce qu'il n'y avait pas d'argent. En fait, il y avait de l'argent, mais personne ne voulait prêter, même les banques ne voulaient pas prêter entre elles pendant une certaine période. Voilà, c'était vraiment super grave et super dangereux de point de vue de la liquidité, de point de vue de l'accès à ces liquidités. Et donc, vous voyez ce qui se passe. Nous avons vécu une des crises qui était souvent comparée par rapport à la crise de la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis. Et moi, selon mon opinion personnelle, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas, qu'aujourd'hui, en 2022, nous sommes toujours et encore dans cette crise des subprimes. Pour moi, la solution n'a pas été trouvée à cette époque-là. Et en fait, en gros, les banques centrales ont proposé juste une solution pour gagner du temps en imprimant de l'argent et en repoussant les problèmes de plus tard. Et après, ce plus tard est devenu la nouvelle norme, la nouvelle paradigme du marché que je vous ai présenté depuis le lancement de la chaîne Mind de Cash. Je vous dis que c'est toujours la liquidité abondante, les banques centrales qui dirigent les marchés et c'est elles qui garantissent la stabilité financière dans le monde et sur les bourses plus ou moins. Voilà. Ça, c'était le paradigme de ces dernières années avant que l'inflation se déclenche parce que pendant toutes ces années, on n'a jamais vu l'inflation élevée, n'est-ce pas? Donc là, maintenant, on la voit et maintenant, on voit que les banques centrales, elles sont plus capables d'agir, elles ne peuvent plus nous apporter de solutions. Et donc là, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Vous pouvez voir que l'année 2022, là, on s'approche et on ressort un petit peu sur la surface. Donc du coup, cette ligne 0, cela veut dire que l'accès à liquidité, elle est devenue restreint, mes amis. Donc voilà, la situation financière a changé, elle a changé beaucoup. Et maintenant, dans notre analyse, nous devons prendre conscience de tout cela. Et je pense que ce n'est pas juste une question que les taux vont être remontés, mais c'est surtout la question que les marchés qui ont été vraiment pompés avec de l'argent facile, notamment les marchés de crypto-monnaies, de différents autres marchés aussi, en fait, les marchés spéculatifs, pour être honnête, y compris certains segments de la bourse, notamment les valeurs de la catégorie D, dont je vous ai déjà prévenu qu'il ne fallait plus acheter depuis septembre dernier, ce que moi je ne faisais pas, sauf 2 ou 3 petites exceptions où j'ai alloué vraiment très peu d'argent. Mais ça, c'était principalement dans le cadre de mes investissements sur le créneau de Metaverse, parce que malheureusement, il y a beaucoup de projets en mode catégorie D. Pour ceux qui viennent de rejoindre à la chaîne Mind de Cash, je vous rappelle que catégorie D, ce sont des entreprises qui sont semi-start-up cotées, on va dire, qui n'ont pas presque encore de chiffre d'affaires, qui n'ont rien de point de vue fondamental, que des rêves, plus ou moins. Mais ça ne va pas dire qu'il ne faut jamais y investir. Mais
en ce moment-là, le moment quand l'accès à la liquidité est très restreint, quand nous vivons une micro-crise, au moins micro-crise, peut-être c'est une grosse crise qui débute, on ne sait pas, mais dans tous les cas, c'est pas le moment aujourd'hui d'investir dans ce type d'entreprise. En revanche, quand on est en bas de la crise, quand tout le monde est déprimé, on peut se poser des questions de commencer à acheter ces valeurs-là, parce qu'avec la reprise des marchés et on va dire l'amélioration des conditions économiques générales, ces valeurs vont profiter plus que les valeurs classiques et les valeurs défensives. Voilà, en gros, voilà ce que nous voyons, que sur ce schéma des conditions financières, maintenant, on repasse dans la zone orange. Et en plus, j'ai deviné, en fait, j'ai dit, on va dire au pif, l'orange, mais c'est exactement comme ça qu'il le dessine sur le site de Chicago. C'est la Fed de Chicago qui publie cette information-là. Donc, vous voyez, donc là, après, qu'est-ce qui va se passer après? On voit que chaque fois qu'on était au-dessus, donc, il y avait une micro-crise, au moins une micro-crise. Ça, c'est le Covid, ça, c'est la crise des subprimes, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est les crises de dette européennes. Donc, vous voyez, tout est logique. Donc, chaque fois, dès qu'on passe sur la surface, donc, c'est une crise. Et à chaque fois, la solution qui a été apportée à ces crises-là, c'est de imprimer de l'argent. La Réserve fédérale revenait, ou la BCE qui revenait avec bazooka, Mario Draghi qui a fait whatever it takes, en promettant autant d'argent qu'il faut pour sauver le marché. Mais aujourd'hui, cette solution ne marchera plus, mes amis, et donc du coup, on ne peut pas maintenant s'attendre que cette recette va fonctionner aussi bien comme elle l'était dans les années précédentes. Voilà. Donc c'est pour ça, je vous lance une énorme alerte aujourd'hui que nous sommes en danger du point de vue de liquidité. Et beaucoup de marchés, les marchés spéculatifs, seront affectés. Elles sont déjà affectées. Vous savez de quel marché je parle? C'est vraiment le marché qui s'est fait beaucoup parler. Tous les youtubeurs qui voulaient faire des vues, faire du hype, on parlait que de ça cette semaine. C'est le Bitcoin, c'est les marchés des crypto-monnaies. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemble le marché des cryptos actuels. En fait, ma chaîne, encore une fois, n'est pas spécialisée sur les crypto-monnaies. Moi, je le regarde plus comme un indicateur, même si j'ai un tout petit portefeuille des cryptos, qui personnellement, ne me dérange pas spécialement. Vous voyez, mais sur 7 jours, on va regarder les performances, c'est juste catastrophique. Mais cette situation, elle est 2 fois plus particulière parce que maintenant, les stablecoins sont en danger. Stablecoin, c'est quoi? En gros, quand vous investissez sur les crypto-monnaies, à un moment donné, vous voulez vendre, prendre les profits. Bon, bref, selon votre stratégie, vous allez plus ou moins souvent sortir cash, entre guillemets, des différentes cryptos pour attendre peut-être des opportunités. Un peu comme vous faites quand vous tradez en bourse, vous achetez une action, vous avez touché des profits, après vous le vendez, vous restez cash en attendant que d'autres opportunités se présentent. C'est plus ou moins la même chose, sauf que dans les cryptos, vous ne sortez pas cash, parce que si vous sortez dans l'argent fiat, vous payez les impôts, mes amis, eh oui, surtout on est en France, on sait ce que c'est, on connaît le goût des impôts. En plus, nous sommes au mois de mai, mi-mai, donc c'est le meilleur moment pour parler des impôts, justement. Et en fait, quand vous sortez des cryptos, vous mettez de l'argent sur les stablecoins, justement pour ne pas les sortir sur les vrais comptes et ne pas déclencher la fiscalité. Et bon, ces stablecoins sont sous tension parce qu'il y a eu Luna, fameux Luna, qui est passé à 0. Donc du coup, là, les personnes qui ont placé l'argent sur ce stablecoin, ils ont tout perdu. Notamment le Tether actuellement, c'est un autre stablecoin qui est généralement très proche à une valeur dans $, et par contre il y a eu de la volatilité même sur ce crypto là. Après, je ne suis pas un expert, je ne peux pas vous dire pourquoi exactement, et j'ai entendu tout et n'importe quoi. Je préfère ne pas tout simplement citer parce que je ne fais pas l'analyse de ce marché. Donc là, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ces informations-là. Je pense que c'est plus réglementaire, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, maintenant, quand vous investissez dans les cryptos, vous n'êtes plus sûr que quand vous sortez dans les stablecoins, que vous pouvez rester cash et tranquillement. Voilà. Et donc, pourquoi ça se passe comme ça? Tout simplement parce que c'est encore une fois le problème de liquidité. Donc en fait, les fonds, les investisseurs, les particuliers qui investissaient dans ces marchés-là, maintenant, vu que l'accès à l'argent est restreint, donc du coup, l'argent commence à être de plus en plus recherché, et donc vous commencez à retirer l'argent des actifs qui sont les plus risqués. Le plus risqué, je pense qu'il n'y en a pas plus que le plus risqué, c'est les crypto-monnaies, et donc c'est assez normal que l'argent sorte de ce marché. Et c'est quelque chose que je vous ai déjà répété dès le début en fait de la chaîne, dès le début quand je commençais de parler des crypto-monnaies ici, c'est que pour moi, ce n'est qu'une question de liquidité. Dès que les liquidités vont sortir, forcément, les cryptos vont subir des dégagements importants. Et en
Inversement, pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps, j'étais très bullish sur les cryptos à un moment donné parce que je vous disais que avec la politique accommodante de la Réserve fédérale et de la BCE, il y aura autant d'argent dans le système qu'il va déborder et certaines sommes vont sortir sur ces marchés très alternatifs et très risqués. Et pour les marchés avec une telle petite profondeur, parce que ça reste des marchés minuscules par rapport à l'action et encore plus obligations, je parle même pas de Forex, et bel et bien, il ne suffit pas grand chose pour faire bouger ces marchés à la hausse. C'est pour ça que j'étais toujours présent et du coup, j'ai fait des très très beaux profits sur ce marché à un moment donné sans faire trop d'efforts, trop d'analyse. Mais c'est tout simplement parce que justement, à l'époque, il y avait tellement de liquidités que la micro-somme qui débordait, cette micro-somme représentait une somme énorme pour le marché des crypto-monnaies. Maintenant, nous sommes dans un phénomène inverse, donc ces liquidités excessives qui sont allées sur le marché de crypto sont en train de sortir, y compris sortir des stablecoins. Donc la moindre crise, le moindre vent contraire, voilà, donc vous voyez ce qui se passe, vous voyez les performances des crypto-monnaies, même des grandes crypto-monnaies qui sont sur votre écran. Donc il ne faut pas s'étonner que le Bitcoin chute dans les conditions comme ça, parce que Bitcoin n'est pas sensible à haut risque, inflation, etc. Ça, en tout cas pour moi, c'est du nonsense, parce que ce ne sont pas d'actifs d'investissement encore. En fait, ça devient de plus en plus mature. Je ne veux pas me moquer des crypto-monnaies, en plus moi-même j'y ai investi. Tout simplement, je veux dire, c'est que ce n'est pas encore comparable, mais très objectivement, à des placements classiques. Et donc, on ne peut pas le comparer, de les analyser dans un cadre macroéconomique majeur, parce que ce n'est pas une alternative globale d'investissement pour les grands fonds, et ce n'est pas l'endroit où les gros capitaux peuvent actuellement aller. Donc voilà, donc ça c'est tout ce que je voulais vous dire. Pour moi, c'est assez clair, il n'y a rien de surprenant dans cette chute des crypto-monnaies que nous avons subie cette semaine. En revanche, sur les bourses classiques, il y a eu une baisse très importante. On ne peut pas parler encore des chutes, vraiment des cracks boursiers, mais par contre, c'est une baisse déjà consécutive depuis plusieurs semaines, et ça commence à être un petit peu gênant. Mais en tout cas, ça s'inscrit tout à fait dans le modèle technique que je vous ai dessiné. Donc, je ne vois pas de panique. Vous allez me dire, ah oui, Pavel, tu ne vois jamais de panique. Si, je vois parfois une panique, mais pas aujourd'hui, justement, parce que là, ok, le VIX, il a augmenté, c'est normal, parce que la liquidité est partie, les taux ont augmenté. Évidemment, il y a énormément de risques pour lesquels nous n'avons toujours pas apporté des réponses. Bon, nous, les autorités, les régulateurs. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont toujours pas résolus. C'est tout à fait normal de voir quand même une agitation sur les marchés financiers et surtout dans les segments qui étaient survalorisés, tenant compte que les taux vont rester à zéro éternellement. Voilà. Donc pour moi, cette correction, on est toujours dans un modèle de correction, c'est une correction saine. Pour moi, c'est logique, ça baisse là où ça doit baisser. Ça commence à toucher certains segments. Et là, je vais vous parler d'un segment bien en avant, évidemment, de la catégorie A. Je voulais vous parler de GAFAM, mais c'est plus ou moins les valeurs de la catégorie A. En fait, j'ai déjà parlé pour les nouveaux sur la chaîne Mind de Cash que il y a la catégorie D, c'est les plus risqués. La catégorie A, c'est les meilleurs au monde. Vous pouvez trouver la liste de ces valeurs sur minddecash.fr ou bien sur cette vidéo. Voilà. Et sur la semaine, encore une fois, nous avons vu des dégagements très importants. Donc ça, c'est la première colonne. Et bon, c'est des dégagements qui sont beaucoup moins importants si j'ouvre une catégorie D, bien sûr. Mais en tout cas, sur une semaine, par exemple 6,5% pour Apple, c'est beaucoup. Donc moins 60% sur certaines valeurs, c'est plutôt normal, mais qui ne gagne rien, qui ne rapporte rien. Mais pour Apple, une entreprise extrêmement rentable, 6,5% sur une semaine, c'est beaucoup. C'est un peu le cas pour beaucoup de valeurs, notamment des GAFAM. Et ça montre quoi? Ça montre encore une fois pour moi le problème de liquidité. Paradoxalement, c'est un point commun entre le Bitcoin et tous les autres cryptos et les GAFAM. Tout simplement parce que sur Bitcoin, il suffit de retirer une petite somme et ça représente beaucoup pour ce marché. En revanche, GAFAM, tout le monde était investi sur ces actifs. J'ai bien aimé quelqu'un sur Telegram qui a fait le commentaire sur Apple que c'est un livret A de tout le monde entier. Donc moi, je dirais plus globalement que c'est les GAFAM plutôt sur le livret A de tout le monde entier, dont Apple fait partie, bien sûr. Et nous voyons que beaucoup d'investisseurs retirent l'argent de son livret A maintenant, tout simplement parce qu'ils en ont besoin, soit pour investir ailleurs, soit pour éventuellement combler les brèches des autres pertes sur les valeurs plus risquées. Et donc pour moi, ce n'est pas non plus particulièrement une grosse surprise que l'argent sorte légèrement du GAFAM, mais ça ne veut pas dire que ça remet en cause les business models de ces valeurs. Ils vont
sans aucun problème s'adapter à l'inflation, au contexte. Les valeurs sont excellentes et leurs avantages concurrentiels ne sont pas du tout ébranlés. Bon, je parle de... Peut-être il y a certaines exceptions, mais il n'y en a pas beaucoup dans la catégorie A. Je vous confirme que la liste que vous voyez sur votre écran, ce sont toujours et encore les meilleures valeurs au monde. Voilà, donc pour les GAFAM et pour le Bitcoin, paradoxalement, c'est rare parce que s'il se trouve sur des différents pôles de point de vue de risque, c'est le même phénomène, pour moi en tout cas, qui affecte les dégagements, parce que vous voyez que les GAFAM, en fait, ils ont perdu plus que les valeurs qui sont souvent vues comme des valeurs plus risquées. Donc c'est finalement relativement logique parce que les investisseurs recherchent de la liquidité, parce qu'il y en a moins. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, vu qu'on parle des marchés financiers, je vais revenir sur l'analyse technique. Donc ça, c'est le S&P 500 que je veux vous montrer les dernières semaines. Voilà, je vous promets que je n'ai rien touché depuis la vidéo de dernier café de dimanche, parce que pour moi, le modèle que j'utilise depuis déjà plusieurs semaines, il marche. Donc on voit que ça touche vraiment, mais regardez vraiment exactement les niveaux que je vous ai dessinés. Donc cette ligne verte, c'est là-dessus que nous avons, on s'est arrêté aujourd'hui. Donc là, on a fini la semaine, donc c'est très important de point de vue technique. C'est un niveau, mon niveau puissant qu'on est en train de retester pour ensuite soit le casser et aller vers 4150 points, ce que je doute, franchement, je ne veux pas prendre un pari ferme là-dessus parce que bon, tout peut arriver, mais pour moi, il est bien plus probable parce qu'on est dans le modèle classique de point de vue technique, donc casse de niveau, reteste et ensuite on va le casser pour atteindre les niveaux 3600. Donc pour moi, cette correction n'est toujours pas terminée. Est-ce que je parie dessus? Donc ça, c'est la vraie question parce que c'est très beau de dire que Pavel pense que ça va se passer comme ça va se passer. Est-ce que je mets mon argent sur ce scénario-là? Oui et non. Parce que la structure de mon portefeuille est la suivante, que je maintiens un grand nombre de l'actions de différentes opportunités que j'ai en plus renforcées. Il y a certaines valeurs que j'ai vendues cette semaine, certaines valeurs que j'ai achetées, mais je reste très très investi dans ces marchés-là. En revanche, j'ai créé des protections put. En fait, le premier, pour ceux qui font partie du club Option Invest, j'ai présenté cette position. Bon, il n'y a rien de compliqué, franchement, parce qu'il y a des stratégies plus complexes parfois que j'implémente, mais j'essaye toujours, vous savez, c'est un peu ma nature, de faire la chose simple en fait. Même avec les options qui peuvent paraître comme des instruments complexes, j'ai créé le club Option Invest où j'essaie de simplement présenter comment chaque particulier en fait, chaque particulier, celui qui a quand même certaines connaissances dans le trading, puisse augmenter ses rentabilités en fait, et surtout comment protéger, surtout pourquoi pas, ça dépend, et aussi protéger son portefeuille contre les aléas boursiers comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là, la première option put que j'ai, c'est de strike de 4000, donc là j'étais déjà dans la monnaie sur ce strike pendant cette semaine, donc là je suis légèrement out of the money à la fin de la semaine, mais je l'ai gardé justement, et en plus il expire en juin. Je suis un peu inquiet parce que j'ai fait des beaux profits aujourd'hui déjà quand on était vraiment ici au plus bas. Et le problème que des options, là je vais vous parler un tout petit peu, donner des informations que j'ai expliquées plus en détail dans le club Option Invest, c'est que quand vous vous rapprochez en fait de l'échéance, et en plus quand votre option elle est très proche au marché, votre strike est plus proche au marché, ce qui est le cas pour moi parce que j'ai un put à 4000 points sur le S&P 500. Donc du coup, la prime en fait, la prime qui est cotée en bourse de cette option, elle est très très volatile. Parce qu'en gros, chaque jour passe, chaque jour me rapproche à l'expiration. Donc du coup, ce que nous appelle la valeur temps se réduit tous les jours. Et finalement, donc chaque mouvement de marché en ma contre-faveur fait une érosion massive de la valeur de mon option. Et donc du coup, j'aurais préféré aujourd'hui d'avoir une option un peu plus long terme, genre vers septembre. Dans ce cas-là, je serais bien plus tranquille parce que j'ai peur que si par exemple la baisse que moi je m'attends est à avoir là vers les 3600, si elle arrive par exemple en juillet, donc malheureusement je serai perdu parce que d'ici là mon option sera déjà expirée. Et donc du coup ça crée une énorme volatilité sur cette position du hedging, et finalement je pensais déjà la revendre ici parce que techniquement moi je voyais qu'on devrait s'arrêter cette chute, mais je croyais qu'on allait attendre presque 3700 parce que vraiment au niveau de VIX, au niveau vraiment de sentiment de marché, je voyais que c'était quand même un peu délicat. Mais la dernière séance de vendredi, c'était un fort rebond avec un avalement aussi en plus qui donne quand même un bon point de départ pour la semaine prochaine. On va voir si on casse et on va sur 4180.
vous voyez, je risque de perdre un peu mon option parce que les deux options à 4000 à 3004 et elles expirent malheureusement en juin, donc du coup ça me laisse pas beaucoup de temps. Ça me laisse un mois en fait pour que mon scénario se réalise. Mais dans tous les cas, avec la volatilité actuelle, en mois, c'est largement suffisant pour que je prenne une décision de garder ces options. Et finalement, je pense que c'est une solution qui est tout à fait convenable. Voilà, mais dans tous les cas, mes options ne couvrent pas l'intégralité de mon portefeuille, bien évidemment. Si jamais on repart en une forte hausse, donc évidemment, mon option put va expirer worthless, donc du coup, je vais perdre la prime. Mais par contre, mon portefeuille va largement compenser, pas compenser, mais je vais très très gagnant, largement gagnant, par rapport à la perte que je vais subir sur mon put. En revanche, si jamais ça chute, le put va se comporter comme une assurance pour mon portefeuille. Voilà, ça c'est le principe que je choisis pour investir dans ces marchés incertains. Voilà, je vais faire un petit passage sur l'or, en fait, ce qui est d'ailleurs assez similaire, encore une fois, c'est la troisième preuve en fait de ce phénomène. Vous savez que l'or, moi je le voyais souvent, je l'analysais souvent dans le cadre des cryptos, parce que de point de vue formation de prix, pour moi, ce sont des actifs relativement comparables, même si la volatilité, il n'en a rien à voir. Vous voyez qu'il y a des dégagements sur l'or également, parce que l'argent qui va sur l'or papier, pour moi, c'est l'argent spéculatif. L'or ne rapporte rien, l'or ne rapporte pas des dividendes. Donc l'or, c'est un métal qui est utilisé dans l'économie, c'est sûr, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là, mais dans tous les cas, je pense qu'on est assez d'accord que ce n'est pas un métal industriel qui est utilisé, qui est absolument nécessaire dans le monde entier. On peut s'en sortir sans l'or, même si ça va être difficile, je sais, pour certaines industries, mais ce n'est pas vraiment crucial pour notre existence. C'est pas existentiel, voilà. Et donc là, l'argent qui va dans l'or, c'est l'argent principalement spéculatif. Vu que l'argent spéculatif sort de tous les marchés, suite à la manque de liquidité, on voit la chute du gold. Et moi, j'ai fait une très très bonne opération parce que dans mon portefeuille, j'avais Barrick Gold que j'ai réussi à m'en débarrasser pratiquement quand l'or était au plus haut. Mais évidemment, Barrick Gold, il suit largement la courbe des prix de l'or. Qu'est-ce que je peux constater encore sur notre tableau de bord, c'est que les taux, c'est très intéressant parce que le 10 ans américain, il a repassé sous les 3, donc c'est un bon signe. Donc après, il y a eu des statistiques assez contradictoires cette semaine. Donc, et en plus, les dernières statistiques de la semaine, il était plus en faveur d'une inflation moins forte que prévu, mais ça ne garantit bien sûr rien. Mais déjà, être sous les 3%, ça donne un effet psychologique qui rassure légèrement. Voilà, les taux européens, malgré que la BCE ne monte pas encore les taux, on passe déjà à presque 1,5% en France. En Italie, on est déjà presque à 3%. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, on était moins que les taux américains. Voilà. Pour moi, tous ces mouvements, s'il n'avait pas l'inflation à 7-8%, ça serait plus une normalisation. Je suis presque content, presque ravi que nous revenons progressivement dans le monde normal où les taux représentent plus ou moins les risques. Bon, on est encore loin de là. Ne me mettez pas des critiques dans les commentaires, mais en tout cas, on va dans les directions d'une normalisation de la lecture de marché des taux parce que ces dernières années, le marché obligataire, le marché des taux, il était administré, donc du coup, il ne donnait aucune information utile pour l'analyse financière. Aujourd'hui, il va peut-être commencer à nous donner plus d'informations, mais ça va devenir un critère bien plus important que cela était auparavant. On va jeter un œil sur les devises. Bon, après, il n'y a pas grand-chose qui a changé ces dernières semaines. Donc, l'euro-dollar, il s'approche de plus en plus à la parité. Incroyable. Bon, le franc suisse, il a reperdu un tout petit peu, mais là, il reste encore dans la zone très très chère. Et d'ailleurs, on m'a posé la question pourquoi moi, je n'investis pas sur le marché de Forex. Et là, je voudrais vous donner un petit peu une information globale, comment je gère mon portefeuille. Je ne parie jamais sur les paires de devises. C'est vrai. Et pourquoi je ne le fais pas? Tout simplement parce que moi, je trouve que ce marché qui est tellement aimé par les débutants, c'est un des marchés les plus risqués. Pourquoi c'est le plus risqué? Tout simplement parce que l'analyse des paires de devises, c'est une chose quasiment impossible, même pour des grands experts. L'analyse fondamentale, je vous parle. Donc en fait, il faut tenir compte d'un tout un tas de critères, macroéconomiques qui sont parfois extrêmement difficiles à comprendre pour un simple mortel et même pour un expert. Et surtout que toute votre décision, toutes les analyses que vous pouvez faire, ça peut être annulé, littéralement effacé par une seule simple décision de la banque centrale du pays dans la devise de laquelle vous investissez. Je vous donne un exemple. Par exemple, la Banque nationale suisse, elle fait régulièrement de la détermination des planchers ou des plafonds de leur taux par rapport à l'euro. Et
parfois elles renoncent à ces planchers, à ces plafonds, voilà. Donc, et ça fait chuter leur devise, ou ça fait exploser leur devise de 20%. 20% sur le Forex, c'est juste énorme, c'est vraiment incroyable. Et donc là, vous pouvez perdre vraiment de l'argent très important sur ces marchés-là si vous tombez dans un cas, parce que en général, ces communications sont impossibles, à moins que vous avez des informations insider, de les anticiper. Donc vous pouvez les anticiper pendant des années et des années que ça arrive un jour, mais quand est-ce que exactement ça arrive, vous ne savez pas. Et généralement, quand vous investissez sur le marché de Forex, vu qu'il a du levier, vu que généralement c'est le marché très peu volatile, vous êtes obligé d'investir des sommes importantes. Et donc du coup, s'il y a une actualité comme ça, vous perdez potentiellement énormément d'argent. Vous allez me dire, ok, mais Pavel, il y a de l'analyse technique et on décide déjà les choses, blablabla. C'est vrai, mais pour l'analyse technique, encore une fois, c'est vrai que c'est très liquide, mais c'est un marché qui est affecté également par les banques centrales, et les banques centrales ont des poids massifs sur tous les marchés de dette et le marché du Forex. Et donc du coup, c'est n'importe quelle manœuvre de la banque centrale qui est déjà généralement anticipée dans les prix que vous voyez, parce que les banques centrales rarement créent des surprises, sauf les cas comme la Banque nationale suisse. Mais ça, c'est presque, je pense qu'ils font presque exprès pour éviter les spéculations sur leur devise. Mais généralement, les grandes banques centrales comme la Fed ou la BCE, elles sont très prévisibles, et avant la réunion, en tout cas depuis que je suis en bourse, je ne me souviens pas des cas qu'on ne savait pas quasi exactement s'ils vont remonter les taux ou pas, et de combien ils vont remonter ces taux. Donc généralement, toutes ces informations-là sont déjà largement anticipées, largement connues en avance. Après, c'est la communication, la conférence de presse après qui a de l'importance. Mais dans tous les cas, justement, pendant cette conférence de presse, tout votre paire de devises vont aller dans tous les sens, et aucun de vos supports ne va pas marcher. Parce qu'en gros, il va juste aller dans tous les sens. Le problème que les analyses de technique, donc ne vous en voulez pas si vous faites en partie, ils sont capables toujours de prouver a posteriori tout et n'importe quoi. Vous me donnez n'importe quel événement, n'importe quel actif, avec l'analyse technique, je peux vous prouver pourquoi ça s'est passé comme ça. Et même si c'était un scénario complètement opposé, j'aurais toujours pu vous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que tout dépend quel indicateur, quel frame vous regardez, quels sont les modèles est-ce que vous utilisez les Elliott, est-ce que vous utilisez les niveaux, en fait, ça dépend énormément de comment vous structurez votre modèle technique. Et donc, chaque trader, chaque analyste technique va vous pouvoir prouver tout ce qu'il veut prouver, surtout a posteriori. Donc, en fait, moi, je pars du principe qu'on ne peut pas se positionner uniquement à cause de l'analyse technique. L'analyse technique, c'est un outil très puissant pour vous aider dans vos investissements, pour choisir les bons points d'entrée, pour anticiper éventuellement les futurs problèmes, mais ce n'est pas le seul variable d'ajustement, ce n'est pas le critère d'investissement. C'est un outil pour choisir les investissements, mais ce n'est pas le critère majeur. Voilà, donc c'est pour ça que je n'investis pas dans le Forex, parce que moi je pense que sa simplicité apparente de l'extérieur, surtout pour les débutants, elle est très trompeuse. Elle est très très trompeuse, et c'est pour ça que je pense que statistiquement 95% des traders sur le Forex perdent de l'argent sur le long terme. Faites beaucoup attention à cela, parce que ça peut paraître simple, mais vous savez, le fromage gratuit, vous savez où il se trouve. Voilà, donc ça c'est par rapport au Forex. Et la deuxième point en fait que je voulais vous évoquer dans ce contexte-là, c'est que quand même je fais attention sur de quelle devise mon portefeuille est structuré. Parce qu'évidemment, moi je suis un contribuable français, donc naturellement je suis exposé en euros. Et donc l'euro pour moi c'est ma devise de base. Donc pour vous c'est très important de comprendre quelle est votre devise de base. Par exemple, si vous êtes aux États-Unis, en Angleterre ou en Europe, ou majoritairement en France, je pense que la plupart des abonnés Mind the Cash sont en France, et pour vous, comme pour moi, la devise de base c'est l'euro. Mais ça peut ne pas être le cas si vous habitez ou vous comptez d'habiter dans un autre pays. Donc, si vous êtes dans un pays émergent, vous comptez vivre dans un pays émergent, pour vous, la tâche elle est un petit peu plus difficile. Et ici, encore une fois, on croise un autre paradoxe, que souvent, les pays émergents, c'est généralement les sociétés où la culture financière elle est inférieure, moi je parle des niveaux moyens, par rapport à l'Europe occidentale et par rapport aux États-Unis, ou les pays anglo-saxons. Et c'est là où il faut faire davantage attention, parce que leur devise n'est pas aussi fiable que les devises que nous avons dans les pays développés. Et donc, moi, je fais quand même l'attention de quelle devise mon patrimoine est structuré. Donc, comme je vous ai dit, euro, naturellement, je suis positionné. Ensuite,
j'essaie que le maximum de mes positions que j'ai en bourse soit en dollars. Donc là, et c'est le cas. Donc pour moi, ce sont deux devises qui font pas la grosse partie de mon patrimoine. C'est l'euro et le dollar. Donc du coup, si, quelles que soient les directions de cours, moi je m'en fiche complètement. Donc c'est comme je dis, tranquille biche à fond. Parce que quand ça monte le dollar, dans ce cas-là, moi c'est très bien pour mon portefeuille de bourse. Quand ça baisse, je m'en fiche. Parce que de toute façon, l'euro, en fait, il est plus cher, donc du coup, je peux investir plus facilement en dollars. Donc, et ça se compense. Donc, du coup, je ne suis pas plus ou moins exposé sur cette devise-là parce que j'essaie d'équilibrer entre ces devises. Ensuite, par exemple, j'essaie d'injecter un petit peu du Forex dans mon portefeuille. Par exemple, quand j'investis dans la valeur, une des dernières que j'ai achetées, c'était Rio Tinto. Et typiquement, moi, j'avais le choix d'investir soit en livres britanniques, soit en dollars australiens. Je crois qu'un euro, on peut aussi, mais bon, après, j'ai pas vu. Et moi, j'ai regardé les courbes de Forex, justement. Je regardais que sur GBP euro, parce que euro, c'est ma devise de base, c'était plus intéressant de le faire en ce moment. Et j'ai décidé de passer mon ordre en GBP sur la bourse londonienne. Et comme ça, j'ai une petite diversification sur le GBP. Je l'ai fait aussi 2 ou 3 fois sur des marchés de nord européens. Et voilà, ça c'est en gros le principe que j'essaie d'injecter un petit pourcentage des devises un peu plus exotiques, même sans parler des devises trop exotiques, par exemple les pays émergents, les pays russes ou turcs, je ne sais pas lesquels. Voilà, en gros, ça reste toujours la grosse dominante, c'est l'euro, dollar qui se compensent pour que je reste tranquille biche par rapport au cours de change. Et en plus, mais ça je le vois plus comme des paramètres de risque que j'injecte quand l'opportunité se présente, quand je vois par exemple que le cours GBP contre l'euro est intéressant, ou je sais pas, krone suédoise est intéressante par rapport à l'euro, dans ce cas-là, je vais acheter en krone parce que ça reste comme une devise fiable, et comme ça me crée une diversification et un autre potentiel levier pour le gain, mais parce que même si l'action ne monte pas, et si par exemple la krone suédoise monte, dans ce cas-là, je vais quand même gagner de l'argent. Voilà, c'est juste un petit life hack, comment on peut utiliser, pas vraiment le trader, le forex, mais construire son patrimoine en tenant compte de l'exposition forex aussi, parce que ça peut vous créer aussi un certain équilibre mental aussi, un équilibre tranquille biche, voilà. Voilà, maintenant nous allons parler des actions que moi je trouve quand même assez intéressantes en ce moment. C'est le secteur qui est vraiment peu cher, j'en ai déjà parlé. Et c'est le secteur des minières, donc c'est rare que j'investisse dans ce secteur-là. Donc là je viens de parler de Rio Tinto, et encore ces valeurs-là, sur un mois, regardez les performances, c'est juste la catastrophe. Je ne comprends pas pourquoi ces valeurs-là, bon je ne comprends pas, je sais pourquoi, parce que c'est visiblement le Covid, la récession qui s'attendent. Covid, je veux dire en Chine, parce que c'est la politique zéro Covid qui est très critiquée, mais dans tous les cas, voilà, ça affecte les prix des actions minières. Je pense que ce secteur que moi je regarde particulièrement intéressant, il est vraiment bon marché, c'est vraiment du value des values, et je continuais quand même d'accumuler certaines positions sur les valeurs que vous avez sur votre écran. Eramet, bon, elle a fait beaucoup de profits ces derniers temps, mais là il a rechuté, donc maintenant en dessous de $100, c'est sûr que je vais y rentrer. Pour l'instant, j'ai pas de position, mais c'est une valeur qui m'intéresse en théorie. Voilà, Barrick Gold, moi je suis sorti parce que ça c'est purement l'or, c'est vraiment un cas très particulier. BHP Billiton, moi je l'ai, et Rio Tinto et Vale aussi, moi je l'ai, mais j'en ai parlé dans mon dernier Café de dimanche. D'ailleurs, on m'a posé une question sur une des valeurs, et quelqu'un soit dans les commentaires, soit dans Telegram, je sais plus. Quelqu'un a dit qu'il a renoncé à investir dans une belle valeur parce qu'il avait des fonds propres négatifs. Ici, je voudrais vous faire une petite remarque, c'est que les fonds propres négatifs, c'est souvent un mauvais signal. Donc c'est souvent, je ne dis pas que il faut investir sur les entreprises à fonds propres négatifs. Mais par contre, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc après, il y a des nuances. C'est pour ça que je trouvais que ce sujet est assez intéressant, juste pour la culture générale. C'est pas forcément très lié à la conjoncture actuelle. Mais regardez par exemple, une des entreprises les plus rentables au monde, en tout cas sur la longue durée, c'est Philip Morris, donc le producteur de cigarettes. Donc ici, on ne parle pas des éthiques, parce que moi, j'aime pas trop investir dans ce secteur-là. Mais dans tous les cas, regardez que les fonds propres sont toujours négatifs. Et pourquoi ? Parce que cette entreprise, elle s'endette beaucoup, mais par contre, l'endettement pour eux, il est extrêmement rentable. Ça reste une entreprise dont la rentabilité, elle est juste extraordinaire. Vous pouvez regarder le ROIC. Par exemple, là, je crois qu'il est plus que confortable. Donc, voilà, retourne sur l'investissement moyen 45%. Je ne sais pas sur quelle valeur vous avez vu ça, c'est beaucoup plus que Google et Amazon, donc c'est vraiment ultra rentable. Donc, leur dette, elle est
Bon, je sais pas pourquoi elle n'est pas communiquée, je sais pas s'il n'y a pas du tout, mais dans tous les cas, malgré leurs fonds propres négatifs qui peuvent être créés par la dette excessive, mais la dette qu'il emprunte visiblement à des conditions vachement intéressantes et ils investissent très bien et ça leur crée des différentes opportunités qui sont très très rentables. Donc regarder et dire que le fonds propre négatif ça va forcément dire que c'est une mauvaise action dans une santé financière catastrophique, non, c'est pas du tout vrai, parce que souvent les entreprises, elles empruntent parce que pour eux c'est plus facile de lever les fonds, parce que toutes les banques veulent les prêter vu la visibilité énorme que les entreprises offrent sur la durée. Vous voyez, donc il n'y a pas toujours, c'est pas toujours un mauvais signe. Voilà, c'était juste une petite remarque que je voulais faire dans la vidéo de Café Dimanche parce que j'ai vu ce commentaire et je trouvais ça que ça va peut-être vous intéresser. Dites-moi dans le commentaire si ce genre de choses, des petits trucs théoriques, ça vous intéresse ou pas. Dans ce cas-là, je veux le continuer ou sinon, je vais me concentrer comme d'habitude sur les cafés de dimanche, sur la macro. Parce que pour ceux qui sont nouveaux, encore une fois, généralement, les cafés de dimanche, c'est consacré à la macroéconomie des grandes tendances boursières, mais c'est le format qui reste relativement libre. Et j'essaie toujours de communiquer un petit peu plus d'informations, partager des idées, partager quelques points théoriques, comme dans le cas de Philippe Maurice. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez profiter de ce week-end où il fait chaud, il fait beau, il y a un grand soleil, donc profitez bien, reposez-vous bien. C'est le mois de mai, Sell May and Go Away, donc tout le monde connaît ce proverbe. Donc est-ce que ça va se confirmer cette année-là? Très probablement, franchement, là, vu la situation technique, vu la situation fondamentale, tout est propice pour une correction, pour que la correction se poursuive. Il ne faut pas non plus paniquer, donc pour l'instant, il n'y a pas de raison pour la panique, même si la situation est grave. Par exemple, la bonne nouvelle que la fête de Nouvel An de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Russie s'est passée. On n'a pas déclaré la guerre nucléaire, donc on va vivre encore un tout petit peu sur cette planète. Donc ça, c'est un point très positif aussi également, donc on se réjouit de ce qu'on a. Voilà, donc dans tous les cas, je vous souhaite tout le meilleur. On se dit à très bientôt sur Telegram. N'oubliez pas, s'il vous plaît, un like, c'est super important. Rejoignez-nous sur Telegram et sur mindthecash.fr. À très bientôt, bye bye.